une petite vidéo pour comparer deux algorithmes de soustraction, l'algorithme de décomposition et l'algorithme d'addition égale. Voici les deux algorithmes. À gauche, l'algorithme d'addition égale, que j'appellerai par la suite algorithme italien. Et à droite, l'algorithme de décomposition. Vous voyez que la différence entre ces deux algorithmes est visible lorsqu'on a besoin d'utiliser une retenue. Alors, trois façons d'analyser ces algorithmes. La première, c'est la recette. Comment effectuer l'algorithme. Le deuxième axe d'analyse, c'est la compréhension. Et ensuite, le troisième axe, il s'agit de voir l'algorithme comme un schéma cognitif. Pourquoi ne pas regarder la recette et la compréhension en même temps? C'est parce que pour la plupart des élèves de CM1, et c'est à cet âge-là que nous avons fait une comparaison, la compréhension de l'algorithme est difficile et c'est seulement les meilleurs élèves dans une classe qui sont capables de s'appuyer sur la compréhension lorsqu'ils appliquent la recette. Donc la plupart des élèves, soit ils s'intéressent à la compréhension, soit ils s'intéressent à la recette, c'est-à-dire arriver au résultat de l'opération, sans nécessairement comprendre pourquoi. Nous verrons aussi le schéma cognitif qui est un outil pour comprendre l'évolution de l'élève lorsqu'il apprend à effectuer l'algorithme. Alors, lorsqu'on s'intéresse juste à la recette, c'est-à-dire à la partie mécanique de l'algorithme, on trouve que l'algorithme italien est le plus efficace. Parce qu'il y a beaucoup moins d'erreurs possibles avec cet algorithme. La première raison pour cela, c'est que les valeurs des chiffres sont apparentes, même lorsqu'on utilise la retenue. Si on regarde à gauche, la deuxième colonne, dans laquelle il est écrit 4 avec un petit 1 devant comme retenue, ça nous donne le chiffre 14. Alors que, au même endroit, à droite, dans l'algorithme de décomposition, on a 4 barrés avec 10 au-dessus. Et ça veut dire en fait 4 moins 1 plus 10 égale 13. Il y a donc une opération là qui est nettement plus difficile pour les élèves. Une autre raison, c'est qu'avec l'algorithme italien, on reste dans le champ de l'addition. Si je prends cette même colonne, on va faire 8 plus 1, 9, pour aller à 14, nous donne 5. Alors qu'à droite, on est obligé de commencer par le haut, de faire 4 moins 1, 3, plus 10 égale 13, moins 8 nous donne 5. Pour la même raison, l'algorithme de gauche, l'algorithme italien, est beaucoup plus facile à contrôler. La cause la plus fréquente d'erreur avec l'algorithme de décomposition, c'est lorsqu'on a un 0 au milieu du diminuande, comme dans l'exemple ci-dessous. Et en effet, pour les élèves, c'est très compliqué à comprendre. 0 barré veut dire qu'il faut retirer 1 à 0, et c'est quelque chose qu'ils n'ont pas appris à faire encore, puisque en CM1, normalement, ils ne connaissent pas encore les chiffres négatifs. Donc ça pose pour les élèves un problème de logique. Oui, passons maintenant à l'aspect compréhension de l'algorithme. Les deux algorithmes ont à la base un même problème. C'est que comme on dispose les chiffres, les deux nombres, l'un au-dessous de l'autre, eh bien, on va utiliser les chiffres un par un, de droite à gauche, ce qui n'est pas naturel, et en plus, on découpe ça en colonnes. Donc, c'est difficile pour les élèves de voir les nombres dans leur intégralité. Alors, il y a deux principes différents pour lesquels ces deux algorithmes fonctionnent. L'algorithme de décomposition s'appuie sur le fait qu'une dizaine est égale à 10 unités. Ce que l'on apprend très tôt quand on fait des mathématiques, c'est le principe de base du système en base 10 d'aujourd'hui.
Alors que pour l'algorithme italien, eh bien, il faut s'appuyer sur la relation A plus B est égale à A plus C entre parenthèses moins B plus C entre parenthèses. Donc, c'est une notion mathématique un petit peu plus difficile à comprendre pour les élèves. En tous les cas, ça demande un petit peu plus de connaissances à la base. Ensuite, le troisième axe dont je vous avais parlé, eh bien, c'est de voir un algorithme comme un schéma cognitif. Alors, ça s'appuie sur la théorie de Vigneault, et ça nous dit que l'algorithme de soustraction, mais ça s'applique aussi aux autres, eh bien, on peut les comprendre comme un schéma cognitif dans le cerveau de l'élève. Donc là, ça nous ramène un petit peu à Piaget. Et donc, les élèves ont, dans un premier temps, appris un schéma, un algorithme simple, sans retenue. Ils ont un schéma cognitif qui correspond à ça. Et arrive donc un nouveau problème, la retenue. Ils sont plutôt confrontés au fait que, tout d'un coup, l'un des chiffres du diminuand est plus petit que le chiffre du diminuteur. Et donc, il faut qu'ils trouvent une solution par rapport à ça. Il faut donc qu'ils fassent évoluer ce schéma cognitif. L'une des premières erreurs qu'ils font, et on la voit très souvent, c'est l'erreur que l'on trouve ici à gauche. Si vous regardez la deuxième colonne, eh bien, l'élève va tout simplement renverser le chiffre du diminuand et du diminuteur. En gros, il s'accroche à son précédent schéma cognitif, où il a toujours appris qu'on faisait le plus grand chiffre moins le plus petit chiffre. Alors que si on voit la deuxième erreur qui se trouve à droite, eh bien cette fois-ci, l'élève a mis une retenue, donc il a déjà fait évoluer son schéma cognitif, il a compris qu'il fallait faire évoluer la valeur de certains chiffres. Mais cette retenue, il ne l'a pas reportée dans la colonne suivante. Mais du point de vue du professeur, c'est positif. Si l'élève faisait normalement l'erreur de gauche et maintenant fait celle de droite, c'est qu'en fait, il va dans le bon sens. Et donc, de comprendre l'algorithme comme un schéma cognitif, eh bien, ça invite à voir la soustraction dans son ensemble et pas essayer de trouver, ou plutôt d'essayer de trouver une explication en termes d'évolution à chaque erreur. Je vous propose une conclusion en 3 points. Le premier point, c'est pourquoi apprendre un algorithme de soustraction aujourd'hui, puisqu'on a tous des calculatrices, un téléphone portable à portée de la main ou un ordinateur pour faire ces opérations. Une première raison pour l'apprendre, c'est que ça reste malgré tout un outil très efficace qui a été mis au point pendant plusieurs siècles et qui donc est très rapide et sûr lorsqu'on le maîtrise bien. Ensuite, on a besoin de la soustraction pour pouvoir faire l'algorithme de division par la suite. L'algorithme répond à une logique qui est très proche de celle de la programmation informatique. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. On regarde si un chiffre du diminuand est plus petit que le chiffre correspondant au diminuteur. On fait ainsi on teste une hypothèse, et en fonction de cette hypothèse, on agit, et etc., jusqu'à arriver à la fin de l'algorithme. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous rappelle la programmation. Ensuite, c'est un jeu avec les chiffres intéressant, et la compréhension de l'algorithme, eh bien, ce sont des mathématiques. Quand apprendre l'algorithme? Aujourd'hui, la compréhension est beaucoup plus importante que ce qu'elle a pu être dans le passé, où on apprenait l'algorithme pour réellement être efficace, quitte à ne pas comprendre pourquoi.
Aujourd'hui, on conseille d'apprendre l'algorithme plus tard que par le passé et lorsque toutes les autres stratégies sont bien intégrées par les élèves. Il manque un S à intégrer. C'est-à-dire le calcul mental, la ligne ou les différents schémas ou dessins, toutes les autres stratégies possibles. Et c'est à ce moment-là que l'apprentissage de l'algorithme ne devrait pas induire de problèmes par rapport à la compréhension du système des chiffres et des nombres. Si on apprend l'algorithme trop tôt, il devient très vite l'outil unique pour l'élève qui applique l'algorithme et arrête de réfléchir. Donc le bon moment, c'est quand les élèves nous disent mais pourquoi on n'a pas appris ça plus tôt? Et enfin, le schéma cognitif. L'algorithme dans le cerveau de l'élève euh, est un schéma cognitif et qui donc évolue petit à petit. Ça nous invite à regarder les erreurs des élèves comme une évolution ou une non-évolution du schéma cognitif de l'élève et en ça c'est un outil intéressant. Je voudrais remercier particulièrement donc Émilie et ses collègues qui nous ont permis de faire cette petite recherche. En dessous, vous avez les sources. Certaines sont en français et d'autres en anglais pour ceux que ça intéresse. Un grand merci à tous.